Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Pour ma part, ça va super, il fait très beau et en plus j'ai l'impression d'être emplie de savoir sur ce beau pays qu'est l'Éthiopie. Et bientôt ce sera aussi votre cas. Ce pays est par exemple l'un des seuls pays africains à n'avoir jamais été colonisé. Il en découle donc de nombreuses conséquences dont je vais vous parler justement dans cette vidéo. Mais ne tergiversons pas 1000 ans et plongeons-nous directement au cœur de cette vidéo, maintenant vous connaissez le refrain. Il faut savoir que le temps est tout autre en Éthiopie. Intriguant, n'est-ce pas? En effet, les Éthiopiens suivent un calendrier totalement différent du nôtre, qui a une différence de 7 ans avec le nôtre. Le calendrier éthiopien est basé sur le calendrier copte, qui lui-même est un dérivé du calendrier égyptien. Et contrairement au calendrier grégorien, le nôtre donc, il comporte 13 mois. Donc 12 mois de 30 jours, et un mois beaucoup plus court qui est appelé Pagomei, qui comporte 5 à 6 jours, selon si c'est une année bissextile ou non. L'écart de différence de 7 à 8 ans avec le nôtre s'explique donc par le fait qu'il y a un écart de calcul dans la date de naissance de Jésus-Christ entre l'église orthodoxe éthiopienne et les autres églises chrétiennes. Nous sommes donc en 2024, mais l'Éthiopie, eux, n'en sont qu'à l'année 2016. La belle époque. Il existe donc un nouvel an éthiopien, Enkutatash, qui tombe le 11 ou le 12 septembre. C'est vraiment un moment de célébration majeur parce qu'il célèbre la fin de la saison de la pluie et le retour des jours ensoleillés. Les Éthiopiens échangent donc des fleurs appelées meskel et organisent des festivités familiales. Ah, et il faut aussi savoir que chaque mois a un nom spécifique. Je ne vous les citerai pas pour des raisons évidentes de carnage de prononciation de la langue, mais les jours de la semaine sont eux aussi marqués par des noms spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le calendrier n'inclut pas de week-end comme on le connaît ailleurs, mais implique bien des jours de repos pour des occasions comme les festivités religieuses par exemple. Pour les Éthiopiens, l'écart de date est une source de fierté qui distingue leur culture et marque le lien profond avec la nature et le cycle du temps. L'Aksum est une ville légendaire et un ancien royaume fascinant situé dans le nord de l'Éthiopie. Connue pour son histoire riche et ses nombreux mystères, elle est aujourd'hui connue comme le cœur spirituel et culturel de l'Éthiopie. Il faut savoir qu'à l'époque, entre le 1er et le 7e siècle après Jésus-Christ, c'était l'une des plus grandes puissances du monde antique. Il était au niveau de Rome, de la Perse et de la Chine. C'était un centre de commerce majeur reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe, grâce à son emplacement stratégique près de la mer Rouge. Ce qui est étonnant à propos de l'empire aksumite, c'est qu'il est à l'origine de nombreuses anecdotes. L'Aksum, par exemple, fut l'un des premiers royaumes africains à frapper ses propres pièces, signe de son influence économique. L'Aksum était aussi à l'origine de stèles géantes ou d'obélisques. Ces monuments monolithes, parfois décorés de motifs complexes, étaient probablement des marqueurs de tombes ou des symboles de pouvoir. La plus grande stèle connue, qui s'est effondrée, mesurait environ 33 mètres de haut. C'est aussi devenu l'un des premiers royaumes à adopter le christianisme. L'église Sainte-Marie de Sion à Aksum est considérée comme l'un des sites religieux les plus sacrés d'Éthiopie. Selon la légende, l'église Sainte-Marie de Sion abrite l'Arche d'Alliance, le coffre biblique qui aurait contenu les tables des 10 commandements donnés à Moïse. En raison de son importance historique, culturelle et religieuse, Aksum est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. C'est une destination incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire antique et aux légendes religieuses. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, le pays est l'un des seuls à n'avoir jamais été colonisé par le peuple européen. Et la bataille d'Adwa en est bien la preuve. Elle s'est passée en 1896 le 1er mars et c'est l'un des événements les plus marquants de l'histoire guerrière d'Afrique. Elle symbolise la résistance contre le colonialisme et la souveraineté de l'Éthiopie. Elle a opposé les Italiens contre le peuple éthiopien. À la fin du 19e siècle, l'Italie, cherchant à agrandir son empire colonial en Afrique, avait les yeux rivés sur l'Éthiopie, un royaume indépendant dirigé par l'empereur Manélik II. Je vous épargne les détails politiques techniques, mais en 1889, le traité de Wuchal a été signé entre l'Éthiopie et l'Italie. Mais une divergence d'interprétation sur une clause du traité a créé des tensions entre les deux pays. Une tension qui a mené à cette bataille. Suite à une erreur stratégique et une sous-évaluation des forces éthiopiennes, le général italien Baratieri mène son armée à la défaite. Cette bataille est devenue emblématique parce que c'est la première fois qu'une puissance européenne a été vaincue par une nation africaine durant l'ère coloniale. Il faut aussi savoir que cette défaite a entraîné une crise politique majeure en Italie. Baratieri a été blâmé et destitué. Du côté éthiopien, ça a eu l'effet inverse. La victoire d'Adwa a donné un coup de boost au mouvement panafricain et aux luttes pour l'indépendance à travers le continent. Et puis d'une pierre deux coups, parce que ça a aussi renforcé l'image de Manélik II en tant que stratège et visionnaire.
Ce que j'aime à propos de cette histoire, c'est que cette bataille, elle montre vraiment que l'unité, la détermination et les connaissances du terrain peuvent aider à surmonter toutes les technologies et les armées les plus avancées, aussi nombreuses soient-elles. C'est vraiment une histoire puissante. Ok, c'est pas tout à fait ce que vous croyez. En fait, les Dorzés, ce sont une ethnie éthiopienne fascinante. Ils sont connus pour leur tradition unique et leur créativité exceptionnelle, notamment dans leur mode de vie et dans leurs pratiques culturelles. Et je vais vous parler principalement des cheveux des Dorzés. Mais cette appellation ne fait pas référence à leur chevelure, mais plutôt à leur hutte en forme de tête d'éléphant, qui sont nommées ainsi par rapport à leur structure et à leur forme. Donc ces huttes, elles sont construites en utilisant des matériaux locaux comme le bambou, les feuilles d'ancette, surnommées arbre à pain et qui a une place centrale dans la vie du peuple. Ils utilisent aussi des fibres végétales. Elles font partie des structures les plus reconnaissables de l'Éthiopie. Elles ont une forme élancée et arrondie qui fait du coup penser à une tête d'éléphant. Mais voilà, faut aussi savoir qu'elles sont mobiles. Et oui, il n'est pas impossible de croiser un Éthiopien qui déplace l'entièreté de sa structure de plusieurs mètres de haut à quelques mètres. Pour les voyageurs, je pense qu'il est essentiel de vous mentionner qu'il est possible aujourd'hui de s'immerger pendant plusieurs jours dans la culture et la tradition du peuple des Dorzés. Si tu te balades dans la région de Shencha, au sud de l'Éthiopie, tu peux découvrir leur village, explorer leur hutte et même participer à des démonstrations de tissage ou de préparation de plats à base d'ancêtre. C'est vraiment une expérience unique dont tu te souviendras toute ta vie. Et tu découvriras les cheveux des Dorzés qui symbolisent la créativité et l'harmonie du peuple avec la nature. Sais-tu qu'en Éthiopie, il existe une langue avec des phrases entières qui sont sifflées ? Dans la région vallonnée où habitent les Konzo, au sud de l'Éthiopie, il est possible d'entendre au travers les montagnes des phrases entièrement sifflées. En fait, ce sont des phrases qui sont traduites en sifflement. Et tu dois te demander comment est-ce que ça marche ? Eh bien, laisse-moi tout expliquer. Déjà, c'est une langue utilisée principalement pour demander de l'aide ou porter des messages simples. Cette langue sifflée repose sur une modification mélodique des sons de la langue parlée. Les tons et les intonations remplacent donc les mots. Les mots sont simplifiés en sons qui se propagent mieux dans l'air, en particulier dans les zones ouvertes ou vallonnées. Elle est donc utilisée dans les champs, les agriculteurs peuvent s'appeler ou donner des instructions sans avoir à crier. Elle est aussi utilisée à la chasse car les chasseurs utilisent des sifflements pour coordonner leurs mouvements sans alerter les animaux. Et pour les messages plus discrets, les sifflements permettent de pouvoir communiquer entre eux sans que les étrangers comprennent. La langue sifflée des Konzo fait partie d'un ensemble plus large de traditions éthiopiennes qui valorisent l'adaptabilité et la créativité face à des environnements difficiles. Mais il faut savoir que c'est pas la seule langue qui utilise le sifflement. Il y en a aussi dans les îles Canaries, la langue silbo-gomero par exemple, ou dans certaines régions de Turquie ou du Mexique. Malheureusement, la langue elle a tendance à disparaître petit à petit à cause des nouvelles générations qui s'intéressent de plus en plus à aller s'installer en ville et délaissent petit à petit les traditions. Je suis sûre que parmi vous, il y a des malades du café qui en boivent matin, midi et soir. Eh bien, figurez-vous que les Éthiopiens sont aussi de très grands consommateurs de café. Le pays est le berceau du café, à vrai dire. Et les Éthiopiens mettent cette boisson au cœur de leur vie quotidienne et dans certains de leurs rituels. En effet, il n'est pas impossible que vous entendiez ces devins du café vous prédire un événement proche. Encore une fois, je vais massacrer une langue pour vous, cette pratique est appelée bunkafi en amharique. Le devin en question est souvent une femme, mais pas toujours. Et c'est une figure très respectée dans les communautés. On lui attribue des dons de clairvoyance et la capacité d'interpréter les signes laissés par les marques de café. Ces devins sont souvent consultés lors de décisions importantes ou pour obtenir des réponses sur l'amour, la santé, les finances ou les événements futurs. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pour les plus curieux, je vous explique un petit peu les étapes. Première étape, le café est torréfié, moulu puis infusé lors d'une cérémonie traditionnelle de café connue sous le nom de Jabena Buna. Après avoir bu le café, les participants laissent intentionnellement une petite quantité de liquide et de marque au fond de leur tasse. Deuxième étape, le devin fait tourner la tasse pour répartir la marque sur les parois, puis renverse celle-ci sur une assiette pour laisser apparaître des motifs. Et troisième étape, le devin examine ensuite les formes et motifs qui s'y dessinent. Ils sont associés à des symboles, des animaux ou des scènes qui servent de guide pour l'interprétation. Par exemple, une ligne droite peut signifier un voyage. Une figure humaine peut représenter une rencontre ou une personne influente, et une forme en cercle peut signifier une unité ou une boucle temporelle. Il faut prendre ça au sérieux parce que le café est empli de symbolisme dans la culture éthiopienne. Il est souvent associé à la vérité et aux révélations, ce qui explique pourquoi il est utilisé dans des pratiques divinatoires. La cérémonie du café elle-même est un moment sacré qui renforce les liens sociaux et familiaux. Ah, le lac de Tana.
Et non, je ne parle pas de la fameuse trend de Tanaland sur TikTok ou bien encore de ma ville de naissance, Tananarive, surnommée Tana, mais bien du plus grand lac du pays situé au nord-ouest de l'Éthiopie. Et il est un peu particulier. Déjà, il est célèbre pour être la source du Nil bleu qui se jette dans le Nil blanc, au Soudan, pour ensuite former le fleuve du Nil. Et oui, tu ne savais pas ça, hein. Ensuite, le lac abrite 37 îles. Je répète, 37 îles. Et beaucoup de ces îles possèdent des monastères orthodoxes qui ont été construits entre le XIIIe et XVIIe siècle. Fait étonnant aussi, certains de ces monastères sont interdits aux femmes. Un peu un comble pour un temple qui se trouve sur le lac de Tana, mais bon, anyway. Faut savoir que cette interdiction suscite beaucoup de débats. Le lac Tana est aussi considéré comme un lieu sacré et il est entouré par de nombreuses légendes. L'une d'entre elles raconte qu'il aurait été protégé par des esprits pour préserver ses trésors religieux. Certaines îles sont encore considérées comme mystérieuses, voire tabous par les habitants. Le lac abrite aussi de nombreuses espèces endémiques. Les espèces endémiques, pour rappel, ce sont des espèces qui se développent uniquement dans un lieu ou un espace dans le monde et nulle part ailleurs. Enfin bref, cet endroit est vraiment à la croisée entre spiritualité, religion et culture et c'est vraiment un endroit à préserver. Voilà, l'Éthiopie c'est vraiment quelque chose. Pour se rendre compte de la richesse du pays, il faut vraiment traverser ses villes, ses vallées, ses villages. Je sais, tu es déçu et moi aussi parce que j'ai pas parlé de nourriture et de gastronomie dans cet épisode. Mais bon, qui sait, peut-être dans une partie 2 si le pays t'aura conquis autant que moi. Si certains veulent que je parle de leur pays d'origine dans un prochain épisode, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ce sera avec grand plaisir que je dédierai le prochain épisode à un pays qui vous tient vraiment à cœur. Bon, don't forget, subscribe and hit the bell. Ouais, je me la joue américaine parce que j'ai envie. Bon, sur ce, je vous laisse. À plus!